Alors, bonjour. Nous revoilà avec la première série du module base de données. Alors, on commence par le premier exercice. On considère, voici l'énoncé de l'exercice, on considère une bibliothèque. Donc, le système pour lequel on désire modéliser la base de données est une bibliothèque qui gère des ouvrages. Sa base de données est décrite par les règles de gestion suivantes. Un ouvrage est caractérisé par son numéro, son titre, son ou ses auteurs. Le nombre d'exemplaires existants dans la bibliothèque et l'année d'édition. Donc à la lecture, un ouvrage est caractérisé par, donc directement, on va se dire que ouvrage est un enregistrement à part qui est décrit par un numéro, un titre. Donc le numéro, le titre décrivent l'ouvrage. Son ou ses auteurs, donc un ouvrage peut avoir un ou plusieurs auteurs. Dans ce cas, le nom de l'auteur ne peut pas être décrit directement dans le record d'ouvrage. Pour cela, il va s'agir d'un autre record. Le nombre d'exemplaires existants, donc ça caractérise l'ouvrage dans la bibliothèque et l'année d'édition. Une autre règle qui dit chaque exemplaire est caractérisé, donc un troisième record appelé exemplaire. L'exemplaire est caractérisé par le code exemplaire, le fait qu'il soit disponible ou non pour le prêt, qui veut dire c'est une donnée disponible qui est de type booléen. Elle peut prendre les valeurs vraies pour dire que l'exemplaire est disponible, faux pour dire que l'exemplaire n'est pas disponible. Dans le cas où un livre est emprunté, un exemplaire est emprunté, on va connaître l'emprunteur et la date d'emprunt. Un auteur, alors l'emprunteur, date d'emprunt, ça décrit le fait que l'exemplaire est emprunté. Alors, un auteur est décrit par son nom, son adresse et sa nationalité. Un autre record appelé auteur, décrit par les attributs, bien les items, le nom, l'adresse et la nationalité. Ici, on suppose qu'on ne peut pas avoir deux auteurs avec le même nom. Donc le nom nous permet de distinguer les différents auteurs. Une autre règle de gestion, l'entité mot-clé. Donc on a un record appelé mot-clé. Permet de faire quoi? Permet pour chaque mot-clé de retrouver tous les ouvrages qui ont été décrits à l'aide de ce mot-clé. Par exemple, on a le mot-clé SI ou bien système d'information. Donc ça décrit les ouvrages qui parlent des systèmes d'information. Pour cela, un ouvrage peut être décrit par plusieurs mots-clés et un mot-clé peut décrire plusieurs ouvrages. De plus, on doit pouvoir retrouver pour chaque auteur la liste des ouvrages qu'il a écrits. Donc, un auteur écrit plusieurs ouvrages. Je peux, à partir de auteur, connaître les différents ouvrages. Donc, ça, c'est l'énoncé de l'exercice 1. Les questions sont, première question, quel est le schéma hiérarchique? Alors, je vous ai donné la solution au stylo. Donc, hiérarchique veut dire quoi? Veut dire que tous les liens sont de type 1 à n. 1 à n. Qui veut dire de 1 à plusieurs. Chaque nœud a des descendants. Et on ne peut pas remonter dans l'arborescence. Si on désire remonter, on doit décrire une autre arborescence et le tour, toutes ces arborescences vont former notre base de données. Alors on commence par ouvrage qui est décrit par le numéro de l'ouvrage, le titre, la date et l'année. Donc ces données vont être décrites dans le record d'ouvrage. Alors un ouvrage a plusieurs exemplaires, donc on met le record d'exemplaires et un lien n de quoi vers quoi, de ouvrage vers exemplaire. Et un exemplaire peut être emprunté plusieurs fois, donc on a supposé un record appelé emprunt
dans lequel on trouve la date de l'emprunt et le nom de l'emprunteur avec un lien N. Et un ouvrage peut être écrit par plusieurs auteurs, chacun décrit par son nom, son adresse et sa nationalité. Un mot-clé décrit plusieurs ouvrages. Donc, c'est le mot-clé qui génère le nœud ouvrage. Le nœud ouvrage génère exemplaire et auteur. Et exemplaire génère emprunt. Très bien. Alors, d'après les règles de gestion, donc un ouvrage est écrit par plusieurs auteurs. Aussi, un auteur peut écrire plusieurs ouvrages. Donc, auteur écrit plusieurs ouvrages. Un mot-clé décrit plusieurs ouvrages. On a aussi un ouvrage peut être décrit par plusieurs mots-clés. Donc, dans cette arborescence, on ne peut pas mettre un lien. Donc, un fils ne peut pas être père de son père. Donc, on développe ici un ouvrage peut être décrit par plusieurs mots-clés. Un emprunt à une date donnée, un emprunteur peut prendre plusieurs exemplaires. Donc, emprunt peut générer plusieurs exemplaires. Donc, on a présenté tous les liens décrits dans l'énoncé pour présenter le schéma hiérarchique. La deuxième question, c'est le schéma réseau. Dans le schéma réseau, tous les liens sont de type plusieurs à plusieurs, M, N. C'est quoi son objectif? C'est pour éviter cette redondance. Donc, ici, vous remarquez qu'on a décrit deux fois ouvrage, on a décrit deux fois auteur, et on a décrit deux fois mots-clés. Tous les codes ont été décrits plusieurs fois. Pourquoi? Pour définir ces liens de type, les liens de type MN. Alors, chaque code ne sera décrit qu'une seule fois et les liens possibles dans le modèle réseau sont ou bien un lien hiérarchique, un N, ou bien un lien de type réseau, c'est-à-dire un N. Alors à partir de là, on va éliminer toutes ces arborescences, ces deux arborescences. On va mettre entre ouvrage et auteur, on va mettre un lien M. Entre ouvrage et mot-clé, on va mettre un lien MN. Entre ouvrage et exemplaire, on va garder le lien NN. L'exemplaire, c'est pour un et un seul ouvrage. Et entre exemplaire et emprunt, on va mettre un lien MN. Alors, voici le schéma, que devient le schéma. Donc, ouvrage MN auteur, c'est le fait qu'un ouvrage est écrit par plusieurs auteurs et un auteur écrit plusieurs ouvrages. Entre ouvrage et mot-clé MN pour dire qu'un ouvrage est décrit par plusieurs mots-clés et un mot-clé, un même mot-clé peut décrire plusieurs ouvrages. Un lien N entre ouvrage et exemplaire. Un exemplaire a plusieurs exemplaires. Un ouvrage a plusieurs exemplaires. Et MN entre exemplaire et emprunt. Donc, l'exemplaire peut faire l'objet de plusieurs emprunts et un même emprunt peut concerner plusieurs exemplaires. Alors, une solution possible, c'est mettre ici la date, c'est la date de l'emprunt et le nom de l'emprunteur va être une propriété du lien entre exemplaire et emprunt. Or, dans le schéma réseau, on ne peut pas modéliser les propriétés des liens. Pour cela, on utilise le réseau Codazille. Alors, c'est quoi ce réseau Codazille? Dans le réseau Codazille, tous les liens sont de type AN, qui veut dire je vais préserver ce lien. Il ne pose pas de problème. Et les liens MN vont être présentés par des pseudo-records, qui veut dire, au lieu de mettre ce lien MN, je vais mettre ici un record vers lequel vont deux flèches, une de ouvrage et l'autre de auteur, deux liens, et les deux sets, ou bien les deux liens, sont de type 1. La même chose pour ce lien, donc, par exemple, le lien entre ouvrage et auteur, je vais l'appeler écrire.
il est membre dans deux sets provenant de ouvrage et auteur. Ici, je vais l'appeler avoir, un ouvrage a plusieurs mots-clés. Ce pseudo-record avoir, il est membre dans deux sets, le premier provenant de mots-clés, l'autre de ouvrage. Je vous ai dit que ça, on le garde, il ne pose aucun problème. Et ici, je vais mettre emprunté, par exemple, un set qui vient de la date, pour dire date d'emprunt, et un autre set qui vient de exemplaire, l'exemplaire emprunté. Alors, voici notre modèle réseau code asile. De ouvrage vers exemplaire, on l'a présenté tel que dans le modèle réseau. Le lien MN entre exemplaire et emprunt, on l'a remplacé par un pseudo-record emprunté et deux sets, le premier provenant de exemplaire de type 1N et l'autre provenant de emprunt aussi de type 1N. Le lien réseau qu'on avait entre ouvrage et mots-clés, on l'a remplacé par un pseudo-record avoir et deux sets, un provenant de ouvrage, l'autre provenant de mots-clés. Le lien réseau entre ouvrage et auteur, on l'a remplacé par un pseudo-record d'écrire, membre dans un set provenant de ouvrage et un autre set provenant de auteur. Donc voici les différents modèles avec lesquels on a présenté notre base de données, l'objet de l'exercice 1. On passe à l'exercice 2. Cette fois-ci, on veut représenter l'activité d'une entreprise. Alors, cette entreprise est structurée en départements. Donc, l'entreprise a plusieurs départements. Et on a les renseignements suivants. Ce sont des règles de gestion qui décrivent les données qu'on désire modéliser. Alors, chaque département est décrit par un numéro unique. Unique veut dire on ne peut pas avoir deux départements ou plus avec le même numéro. Donc, ça peut jouer le rôle d'identifiant. Un budget, c'est le budget du département. Un ensemble d'employés. Donc, comme on a plusieurs employés, on ne va pas les mettre dans le département, mais on va les mettre comme une entité à part. Un ensemble de projets, donc la même chose, projet est une entité à part. Alors chaque projet, donc l'entité à part projet, elle est décrite par un numéro qui est unique, donc numéro du projet, c'est l'identifiant de l'entité projet dans l'entreprise et un ensemble d'employés. Donc on a un lien entre département et employé, un autre lien entre projet et employé. On alloue à chaque projet un budget de fonctionnement propre, qui veut dire ce budget est différent du budget du département. Donc c'est un budget pour le fonctionnement du projet. C'est une propriété pour projet. Alors comme on a budget dans département et budget dans projet, on doit les appeler différemment. Par exemple, ici, je vais dire budget département et là, je vais dire budget projet. La troisième règle, tout employé est repéré par un numéro d'immatriculation qui est unique, qui veut dire le numéro d'immatriculation de l'employé est un identifiant et possède un nom et une adresse, donc deux autres propriétés, le nom et l'adresse. L'employé, un employé à un instant donné ne travaille que sur un seul projet et n'est rattaché qu'à un seul département. Il n'a bien entendu qu'un seul salaire. Alors, comme projet et département sont des entités, donc employé est lié à un projet et est lié à un seul département. Bien qu'il n'a qu'un seul salaire, salaire n'est pas une entité, donc c'est une propriété qu'on va mettre dans employé. Une autre règle, le service du personnel gère les emplois, qui veut dire les fonctions, et l'affectation du personnel aux emplois. Il a établi l'inventaire des fonctions, donc il a fait une entité, donc on a besoin d'une entité qui est appelée fonction,
Cette fonction peut être technicien supérieur, ingénieur, chef de projet ou autre fonction possible. Alors chaque fonction est définie par un numéro qui est unique. Donc, alors ici, comme on a numéro ici, numéro dans département, numéro dans projet, on doit les différencier, qui veut dire ici on va mettre numéro département, ici numéro du projet et ici le numéro de la fonction. Un nom, donc on fait attention parce que même l'employé a un nom, donc ici c'est nom employé et ici c'est le nom de la fonction et un salaire minimum. Alors à quoi correspond ce salaire? Il correspond au salaire plancher de tout employé occupant cette fonction, qui veut dire chaque employé qui occupe cette fonction a un salaire qui est supérieur ou égal à ce salaire minimum. Ici, il y a une contrainte. Les responsables du personnel souhaitent connaître pour chacun des employés les fonctions qu'ils ont occupées avec la date d'entrée en fonction. En d'autres termes, on désire garder l'historique de toutes les fonctions occupées par un personnel donné. Première question, donner le modèle entité-association. Donc, les entités sont le département décrit par numéro de département, budget, l'employé décrit par son numéro d'immatriculation, le nom, l'adresse et son salaire, le projet décrit par son numéro du projet, le budget du projet, et la fonction par son numéro, son nom, le salaire minimum. Et j'ai ajouté la date pour garder l'historique des occupations des fonctions. Un lien entre projet et département. On nous a dit qu'un département est décrit par ses projets. Donc, il peut avoir un à n projets. Chaque projet est rattaché ou bien appartient à un et un seul département. L'employé travaille sur un projet. Le projet concerne un département. Donc, à partir de ce chemin, on peut trouver à quel département travaille l'employé. Donc, sans mettre le lien, si on met un lien entre département et employé, cette information est redondante. Pourquoi? Parce qu'on peut la retrouver par ce chemin. Donc, pour éliminer cette redondance, on décrit ces deux relations. Un employé travaille sur un projet, chaque projet appartient à un département, donc un employé appartient à un et un seul département. On revient à la notion d'occupation de fonction. On sait qu'à un moment donné, un employé occupe une seule fonction. Si on n'avait pas mis la date, par exemple j'ai supprimé cette date et j'ai mis un 1 pour la relation occupe, pour dire qu'un employé occupe une seule fonction. S'il change de fonction, la cardinalité va rester toujours un 1 qui veut dire je vais écraser l'ancienne occurrence et la remplacer par la nouvelle. Dans ce cas, on ne peut connaître que la dernière fonction occupée par l'employé, mais avec la contrainte de l'exercice, on désire connaître les fonctions qu'ils ont occupées avec la date d'entrée. Donc ici, date va présenter la date d'entrée à la fonction. Donc, j'ai mis 0n, pourquoi? Parce que date représente le calendrier, donc ce sont toutes les dates de l'année. 0 pour dire à une date donnée, on peut ne pas avoir d'occupation, et n pour dire à une date donnée, on peut trouver l'occupation de plusieurs fonctions, bien de plusieurs employés dans les fonctions. Donc avec cette relation ternaire, on peut connaître l'historique de toutes les occupations. La prochaine question est faire le passage au modèle relationnel.
Alors on va respecter les règles de passage qui disent, donc la première règle, chaque entité, chacune de ces entités va être une table relationnelle. Donc, département est une table relationnelle, projet, employé, fonction et date. L'identifiant de chaque entité devient la clé de la relation. Les propriétés deviennent des attributs. Par exemple, je vais prendre employé. Dans la relation, je vais souligner matriculer, dire que c'est la clé, et je vais mettre ses attributs, ses propriétés comme attributs dans la relation générée. Donc, employé, je l'ai souligné pour dire que c'est la clé primaire. Le nom, l'adresse, salaire qui était propriété de l'employé redeviennent des attributs dans la table relationnelle générale. Pour les relations, on a deux cas. On a les relations père-fils, comme c'est le cas des deux relations appartient 1 et appartient 2, et les autres relations, bien les relations autres que père-fils. Chaque relation père-fils, chacune de ces deux relations ne va pas être définie comme table relationnelle, mais elle est traduite par la migration de l'identifiant du père vers la table générée par le fils. Je prends cette relation. 1 côté employé, 1N côté projet. L'entité qui porte la cardinalité 1,1 représente le fils et l'entité qui porte les cardinalités 1N représente le père. Cette relation est traduite par la migration de numéro projet dans la table employée comme clé étrangère. On va l'appeler clé étrangère. C'est quoi une clé étrangère? C'est un attribut, donc dans employé, projet est une clé étrangère parce que c'est un attribut dans employé et une clé primaire dans une autre relation qui est la relation projet. Donc on va vérifier. Alors projet, on a mis numéro de département, j'ai souligné par un trait double pour dire clé étrangère. C'est un attribut dans cette relation, mais c'est la clé d'une autre relation, donc c'est une clé étrangère. Employé porte numéro projet, le numéro du projet auquel appartient l'employé, ou bien sûr lequel travaille. L'employé, c'est une clé étrangère dans employé et c'est une clé primaire dans projet. La relation occupe n'est pas ni elle est une relation binaire, ni elle est de type père-fils. Comment la traduire? Elle va devenir une relation. Elle devient une table relationnelle. Sa clé, chaque table relationnelle a une clé. C'est quoi la clé de occupe? C'est la concaténation de mat, NF, numéro de fonction, et date. Date ici, elle doit être soulignée, c'est l'identifiant. Et si elle est porteuse de propriété, ce n'est pas le cas ici, mais si elle était porteuse de propriété, alors ces propriétés deviennent des attributs dans la table générée. Dans notre exemple, on a généré la table occupe. Son identifiant, c'est mat, avec numéro de fonction, avec date. Donc, tous les attributs soulignés à la fois. Et ça veut dire que les trois à la fois forment la clé. Ça ne veut pas dire que chacun de ces attributs est une clé. Donc, les trois à la fois forment la clé primaire. Et elle ne contient pas d'attributs, donc j'ai directement fermé la parenthèse. Donc, alors ici se termine notre série d'exercices.